donc l'autre séance va avoir lieu après celle-ci. Alors, nous allons consacrer une vingtaine de minutes, si vous le permettez, à la discussion. Donc, le débat est ouvert. Est-ce qu'on peut avoir un micro ou, je ne sais pas, on peut s'entendre peut-être, on va se débrouiller. Hein? D'accord. Je vais prendre des noms comme ça. Monsieur. Ça va mieux. Si, monsieur. Mohamed. Question, donc je vais passer tout de suite à Monsieur Savane. Merci Madame, Présidente de séance. Je voudrais d'abord remercier notre ami qui nous a parlé un peu de la période franquiste, parce que j'avoue que c'est des informations que nous n'avions pas et qui sont très intéressantes, il faut bien dire. Pour des deux premières communications, en disant qu'il faut se méfier toujours beaucoup de la peur. La peur qui est souvent à la base des relations, des incompréhensions et des antagonismes parfois entre pays. Et plusieurs choses peuvent alimenter la peur. Du côté du Maroc, 2 fois, 3 fois, j'ai entendu parler de modèle marocain. Je pense qu'il faut éviter le mot modèle marocain. Nous avons, quand nous étions jeunes, nous avons porté très haut le modèle chinois à l'époque, le modèle soviétique à un autre moment, tel autre modèle, etc. Le modèle occidental, nous l'avons combattu. Mais avec le temps, nous voyons qu'il faut nier les modèles. Il n'y a pas de modèle, il n'y a que des expériences. Et c'est différent, parce que le modèle vous porte à survaloriser une chose, alors que l'expérience est plus humaine, elle est plus à hauteur d'homme, elle est plus attractive. Et je pense qu'il faut davantage utiliser cela, parce que ça me paraît plus adapté aujourd'hui au type de relations que nous devons développer et qui doivent être des relations de compagnonnage, de solidarité, d'amitié et d'échange. Et je termine par l'intervention, parce que par ailleurs, ce que vous avez dit sur l'économie du savoir, sur la société du savoir, c'est très intéressant et c'est très réel. Et nous avons tous à apprendre de cela et à valoriser cela. Mais je voudrais revenir à l'intervention de notre frère de Côte d'Ivoire aussi, du Togo, pardon, d'Afrique, au sud du Sahara. Parce que quelque part, il a parlé par rapport à toute cette expérience de l'Afrique au sud du Sahara, je pense. C'est ça qui est important. Et dans son intervention, effectivement, il s'est posé des questions sur, au fond, le Maroc. Qu'est-ce que le Maroc va chercher en fait? Est-ce qu'il va chercher à développer une solidarité, une fraternité, une amitié, ou est-ce qu'il va plutôt chercher à développer ses intérêts en allant vers l'Afrique au sud du Sahara? C'est une question légitime. De Gaulle disait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Quelque part, il n'a pas tort, il n'avait pas tort. Et c'est valable encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas valable seulement entre le Maroc et l'Afrique au sud du Sahara. En Afrique au sud du Sahara même, je me souviens qu'au lendemain, disons que pendant la période des indépendances, il y avait de grandes questions qui se posaient entre pays au sud du Sahara. Par exemple, il y a eu une fédération du Mali, où il y avait le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais au départ, c'était plusieurs États qui devaient impliquer. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que chacun analysait, je m'excuse, parce que ce que je dis me paraît important pour le débat que nous sommes en train de mener aujourd'hui. La préoccupation des gens, c'était est-ce que le Sénégal, qui est plus développé à l'époque, à la veille des indépendances que d'autres pays, ne va pas utiliser sa position pour se renforcer au détriment d'autres pays. La Côte d'Ivoire, par exemple, il y avait le débat sur la balkanisation. On disait, est-ce qu'il fallait aller à l'indépendance en tant qu'AOF ou est-ce qu'il fallait aller à l'indépendance de façon individuelle? Chaque pays a vu son intérêt quelque part, chaque territoire. La Côte d'Ivoire
s'est dit que bon, si on y va avec le Sénégal qui est en avance sur nous, où il y a la capitale de l'Ex-Aweb, ça ne sera pas bon pour nous, donc il nous faut y aller séparément, etc., etc. Je ne veux pas développer beaucoup, mais on voit bien mes préoccupations. Il y a toujours de l'intérêt dans une stratégie de pays ou de région. C'est normal. Mais on ne peut avancer que si, au-delà de l'intérêt, on voit l'avenir aussi. Nous ne sommes pas des institutions ou des pays désencadrés. Mais nous savons que notre avenir, c'est dans notre capacité à dépasser les intérêts particuliers pour voir les intérêts collectifs dans l'avenir. Et il faut construire cela. Cela demande à être construit. Et je crois que dans cette construction, le Maroc est un partenaire. C'est un partenaire. Le Maroc, ce n'est pas des anges. Le régime marocain, ce n'est pas un modèle, mais c'est un partenaire. L'Afrique au sud du Sahara aussi, on a beaucoup de choses à nous reprocher au sud du Sahara, mais nous n'avons pas moins besoin du Maroc que nous n'avons besoin de la France. Parce que la France est là depuis combien de temps? L'Europe est là depuis combien de temps? Et nous n'avançons pas. La Chine est venue. C'est des intérêts qui l'ont fait venir. Mais nous acceptons la Chine. L'Inde est là, le Brésil, etc. Alors, privilégions ceux qui ont une proximité avec nous et qui peuvent, avec nous, construire ensemble quelque chose qui va faire de ce continent un partenaire pour les autres régions du monde. C'est ça ma philosophie de tout cela et je tenais à le dire, je ne veux pas en dire plus, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, M. Akobi, M. Youbi. Oui, bon, d'abord, je tiens à remercier les panélistes pour la qualité de leur communication, qui a fait beaucoup de choses. Et je voudrais juste rebondir sur ce qui a été décliné par notre professeur Cancun, en pensant à, bien sûr, à la thématique de la bonne gouvernance et toute la structure et la réflexion qui est menée à partir du renforcement du système démocratique, de la transparence, de l'efficacité, de l'efficience du système, de la société du savoir. Le diagnostic, je le partage parfaitement bien et je dirais que vous avez mis le doigt sur l'état, les faiblesses, les forces d'inhibition et les entraves qui empêchent réellement d'aller de l'avant pour construire cet avenir partagé, cette vision stratégique entre les pays africains. Ma question est la suivante. Au-delà du diagnostic que je partage parfaitement bien, je crois qu'il y a une autre clé d'entrée pour comprendre la mauvaise gouvernance ou l'absence d'une bonne gouvernance. C'est à mon avis ce qu'on appellerait la convergence des acteurs et la convergence des politiques. Le constat est le suivant. Il y a à dire qu'il n'y a pas de convergence de politique au-delà de certains alias de diplomatie. Entre les acteurs sur place dans les pays africains, on ne se pose pas la question vers quel cap on tendrait tous ensemble, on ne tendrait pas, pour quelle vision on aimerait bien aller, pour quelle politique de développement, entre autres développement durable. Ces questions-là taraudent et nous interpellent pour poser la question: comment pourrait-on maintenant, à partir de ce diagnostic, prioriser des actions pour que demain, il y aurait une véritable réflexion pour créer cette convergence des intérêts, convergence des politiques de nos États et de nos pays africains. Si je prends l'exemple d'une université marocaine, où il y a un certain nombre de nationalités d'étudiants africains subsahariens qui dépassent les dizaines, on ne constate rarement un conflit ethnique ou culturel ou linguistique, puisqu'il s'adonne à un effort d'apprentissage, mais je dirais que c'est un effort qui reste sans résultat, puisqu'il n'y a pas à l'amont une stratégie définie par nos nations, par nos États, sur le plan diplomatique, sur le plan des ambassades, des consulats, des ministères des Affaires étrangères, pour fédérer ces efforts et pour dresser un cap, pour savoir ces étudiants qui sont nos autres aujourd'hui, qui sont là au Maroc pendant 4 ou 5 ans, comment on pourrait mutualiser les efforts avec leur pays après quand ils retournent, parce que c'est les cadres de demain, c'est avec eux qu'on va construire. J'ai l'impression qu'il y a un dialogue dessous ou une absence totale
d'une réflexion dans ce sens. Donc les ressources humaines qui sont dans les universités, il n'y a pas une force de canalisation, d'orientation et de hiérarchisation des priorités dans nos relations avec leurs pays respectifs. Comment pourrait-on mettre en place cette dynamique et cette synergie? Merci. Merci, M. Lévy. M. Maïm. Merci Madame la Présidente, merci pour les quatre conférenciers, les exposés étaient très intéressants. J'ai des questions relatives aux dernières interventions. الأولى موجهة إلى الأستاذ يوسف أمينة. تحدثتم عن جالية إسبانية من أصول إفريقية مهمة بلغت في إشبيلية حوالي 10% وتطورت على مر الزمن. هل تمكن بعض أفراد هذه الجالية من الوصول إلى وظائف انتخابية سامية ومسؤوليات إدارية وسياسية كما حدث في فرنسا في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا وسويسرا؟ Est-ce que des originaires de cette communauté espagnole d'origine africaine se sont arrivés à occuper de hautes responsabilités politiques ou administratives comme ce qui se passe en France ou en Grande-Bretagne? La dernière question est adressée à Francisco Javier. Pourquoi vous avez choisi les Marocains et les Guinéens comme exemple, premièrement? Deuxièmement, je n'ai pas bien compris qu'est-ce que vous voulez dire par la fraternité dans la maladie. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Maïm. M. Saïdou. Okay, merci. Je voudrais remercier les différents intervenants et également le public ici présent. Mon intervention va commencer par l'intervention de notre ami Le Nouveau Jour. Oui, effectivement, moi-même quand j'ai vu le titre, le Maroc et l'Afrique, histoire, présent et avenir, ça a attiré mon attention. Mais moi j'ai écrit tel que je l'avais compris. Moi j'ai compris le Maroc et le reste de l'Afrique. Mais avouons que, effectivement, un subsaharien tout de suite, ça attire l'attention. Pourquoi? Quand nous étions encore étudiants, l'Égypte devait intervenir, faire une prestation, et la reine, maintenant, plutôt le mari a abdiqué, reine Sophia qui devait intervenir, il devait venir à la kermesse des ambassades qu'on organisait. Et puis bon, l'Égypte qu'on présente comme un pays de l'Orient. Donc j'étais là, honnêtement ça m'avait choqué. En tant qu'Africain, j'ai dit, mais il est africain, il est du Moyen-Orient. Pour moi, il était africain. Donc nous saluons cette initiative du roi envers ses frères africains pour que tous ensemble, comme tout à l'heure je vais en parler, en tandem, on puisse travailler. Mais la question que je voudrais poser après, mais sans avoir terminé ce que je disais tout à l'heure là, c'est que la langue et la culture ne sont pas nécessairement compagnes. C'est-à-dire, nous, on a été colonisés par la France, on parle français, mais est-ce que pour cela nous sommes français? Non. C'est pour cela que nous, comme on a refusé de nous reconnaître comme français, on a préféré la notion francophone. Et c'est d'ailleurs des Africains qui ont proposé, les Senghor, Jory et autres, qui ont proposé la notion de francophonie. Je trouve que c'est génial, parce qu'on peut avoir été colonisé par les Arabes, mais est-ce que cela veut dire que nous devons laisser notre culture pour nous réclamer de celle des autres? C'est une question également que je me suis souvent posée, et je crois dans l'un de mes livres de 2006, je fais nettement la différence, parce que si un Japonais naît ici et qui ne parle que l'arabe et peut-être un peu le français, en quoi est-ce qu'on va dire que le japonais, sa langue ou sa culture est japonaise? Pas du tout, sa culture sera totalement d'ici.
Donc les deux ne vont pas nécessairement de pair. Bien. Alors, concernant la communauté du savoir, lorsque nous étions, parce que bon, très souvent je n'en parle pas, mais je suis journaliste de formation aussi, à la compétence en train de faire à la télévision éducative américaine, parce que j'ai fait la presse écrite, la radio et la télévision. Alors là-bas, on nous a enseigné la notion de communauté de l'information et de société de l'information, distinguant ce qui est fait dans les pays non développés ou dit en voie de développement de ce qui est fait dans les pays développés. Alors si c'est sur cette même base que la notion de société du savoir a été inventée, avons-nous les moyens dans les pays non développés de pouvoir développer, puisque tous les éléments que vous avez cités, les technologies de l'information, etc., nous reconnaissons être à la traîne des pays développés. Peut-être que va-t-on parler encore de communauté du savoir pour nous et de société du savoir pour les pays développés. Voilà la question que j'avais voulu poser, je vais m'arrêter là. Oui, merci, parce que j'allais vous demander de résumer un peu. Donc on passe à M. Ben Rachid. Je vous demande d'être bref, s'il vous plaît, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je suis désolée, mais il va falloir être bref dans les questions. Et puis je vais demander même aux intervenants qu'ils répondent d'une façon très brève, parce que nous n'avons plus de temps. Merci. Merci, Madame la modératrice. Également, je souhaiterais remercier les intervenants pour la qualité de leur exposé aujourd'hui. Je vous remercie également en tant que modératrice pour avoir choisi cet enchaînement d'exposés en parlant tout d'abord de la relation dans sa globalité Maroc-Afrique. Puis on a donné la parole pour s'enquérir de l'expérience en matière de société du savoir, qui nous a permis de faire justement ce lien entre l'histoire et la réalité des choses. Ça, c'est un point fort que je viens de retenir, cet exposé. Donc, tout en parlant de nos relations avec l'Afrique, en tant que pays africain, je reviens toujours à la remarque du premier exposé. On avait parlé de ce haï qui lie le Maroc et l'Afrique. Moi, je veux uniquement exposer mon point de vue. Je représente un département du commerce extérieur marocain. Je travaille sur le volet économique commercial. Mais là, c'est un point de vue particulier et je pense que ce point de vue est partagé par tous les Marocains. Nul ne peut contester la fierté des Marocains d'être des africains. Ça, c'est une réalité qui a été démontrée par les dernières visites de Sa Majesté. Elle est démontrée sur papier par notre Constitution. Elle est démontrée également par les dernières actions entreprises dans tous les domaines de coopération avec les pays africains. Donc ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas contester. Donc ce haï, de mon point de vue, était, je ne suis pas en train de jouer l'avocat des organisateurs, mais ce haï voulait justement représenter cette vision globale du Maroc, cette stratégie du Maroc pour faire de son berceau, qui est l'Afrique, un lien, un endroit de prospérité et de paix. Bien sûr, le Maroc en tant que pays seul ne pourra pas faire cette tâche, mais en mutualisant les efforts et les actions entre tous les pays africains, chacun avec les capacités et les compétences dont il dispose, on pourra sûrement relever le défi qui est assurer une intégration africaine pour mettre et donner à l'Afrique le poids qu'elle doit avoir. Ça, c'est très important pour nous de le savoir. Deuxième des choses, concernant toujours cet exposé, comme exposé, vous aviez parlé, je pense, c'est le regard croisé Maroc-Afrique. Là, j'ai une remarque pour vous également pour l'intitulé. Les remarques croisées Maroc-Afrique, tout le monde connaît cette histoire historique. Nos collègues l'ont partiellement démontré. La chaîne que vous avez montrée, c'est-à-dire l'idéologie
puis le passage vers d'autres niveaux plus développés, ce qui manquait dans cette chaîne, c'est justement cet aspect commercial et économique aussi. C'est les caravanes des Moyen-Âge qui ont débuté du Maroc et qui ont découlé vers l'Afrique et dans les deux sens. Ça a donné une puissance pour les pays africains du nord de l'Afrique et du sud de l'Afrique de se mutualiser et de s'entretenir pour avoir une coopération dans le futur prospère. Donc là aussi, la question qui se pose, comment on peut réussir l'intégration africaine? Moi, personnellement, j'assiste à beaucoup de séminaires, beaucoup d'événements où nous essayons d'exposer et de répondre à ces questions. Mais dans la pratique, on doit trouver des solutions réalistes et réalisables. Laissons de côté les discours et tout ça, mais on doit les trouver. Donc vous, en tant que chercheur, en tant que personnalité qui ont cette volonté d'avoir ces solutions, vous devez partager avec nous ces problématiques. Parmi ces problématiques... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez un petit peu... Deux petites questions. Faire vite, parce que vraiment, nous avons la Donc, contrainte du temps. Deux questions, sans commentaire. Donc la première des questions, le Maroc a proposé beaucoup de projets d'accord dans le volet commercial à nos partenaires africains. Ces projets d'accord tiennent en compte bien sûr l'asymétrie du niveau de développement. Ça prouve d'une part que le Maroc, dans cet esprit que vous avez évoqué du business ou de solidarité, je vous dis que le business n'est qu'un petit moyen parmi d'autres qui mène à réaliser cette solidarité et à arriver à cette solidarité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a des problèmes concrets qu'on doit résoudre pour arriver à cette prospérité. Et ils vont au-delà de notre conception de la chose. C'est des problèmes structurels. On doit travailler dans des secteurs précis. C'est le transport, c'est... Merci beaucoup, monsieur Bachir, mais on ne peut pas continuer comme ça. Merci. Merci, monsieur Alain V. Merci. Et une question rapide. Un certain nombre de mes préoccupations ont été prises en compte. Par rapport au deuxième intervenant, la société de savoir, comment la financer. C'est probablement en construisant une économie forte. Et je pense que le Maroc est dans cette perspective-là. Et par rapport au premier intervenant, et oui, toutes ces réflexions, nous, en tant que spécialistes des questions politiques ou bien sympathisants de la social-démocratie, et comment repenser, comment est-ce que le Maroc ira seulement faire du business ou bien dans sa démarche, le Maroc doit faire du social. Et alors si c'est du social, il faut faire le social autrement. Et par rapport à M. Francisco, et vos considérations sur le franquisme, oui, vous savez, il y a un moment où le franquisme, l'Espagne et le Portugal ont été les derniers pays à décoloniser en Afrique. Donc au moment où d'autres pays avaient déjà cédé à l'indépendance, le franquisme, l'Espagne qui avait déjà perdu ses colonies en Amérique latine, trouvait que vraiment il faut quand même continuer par coloniser. C'est pourquoi l'Espagne en ce moment essayait de reconstruire une certaine image de l'Africain. Donc cette construction que le franquisme avait de l'Africain, il faut l'articuler, je crois, avec les problèmes que l'Espagne avait en ce moment-là, et qui est vraiment en décalage avec l'idéologie du fascisme que le franquisme soutenait en ce moment. Si on fait une lecture dans ce sens-là, on peut revoir totalement vos hypothèses. Je vous remercie, et je n'ai pas très bien compris la relation entre notre frère qui a présenté en arabe, vous excusez, et je n'ai pas vu le rapport entre votre problématique
et les objectifs un peu du colloque. Est-ce que vous pouvez... Je vous remercie. Merci. Donc le dernier intervenant, c'est M. Amadou. S'il vous plaît, veillez à ce que ça soit bref parce que nous n'avons plus le temps. شكرا للحضور الكريم. أنا سؤالي موجه للأستاذ يوسف. أشرتم يعني إلى مداخلتكم أن التأسيس يعني أصدر يعني قانون يستثني الهنود الحمر من الاستئباد إلى غير ذلك. يعني سؤالي هو ما هي الأسباب